Alors aujourd'hui, chers amis, j'ai décidé d'aborder un sujet qui revient souvent dans la bouche de beaucoup de jeunes, diplômés et intellectuels, ce qui est différent d'ailleurs. C'est l'idée que pour sortir des problèmes de notre pays aujourd'hui, sortir notre pays de cette ornière, nous devons passer par une révolution culturelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, entendons-nous par ce que nous entendons-nous sur le terme révolution. D'accord? Alors, nous appelons révolution le changement, en tout cas, le passage d'une situation économique, politique ou sociale vers une autre situation économique, politique ou sociale. Ce passage peut être alimenté par une idéologie ou un projet qui voudrait que la situation B soit régie par l'idéologie qu'on a préétablie. D'accord? Et ce passage-là, pour arriver du point B en passant par le point A, il faut éliminer, en tout cas revoir, ou écarter le responsable de la situation dans laquelle nous vivons. Donc, mais faisons un rappel historique. L'idée de révolution culturelle, c'est une idée qui n'est pas nouvelle aux Comores. Le FD, la SEC, dans les années 70, ont émis cette idée à travers le mouvement Culture Nouvelle, par exemple. Aussi, Ali Swalihi s'était basé sur l'idée d'une révolution culturelle en s'appuyant sur la paysannerie. Il voulait que la paysannerie s'émancipe de certaines valeurs féodales. Mais, avant d'arriver jusque-là, retournons sur les grandes révolutions qui ont marqué l'histoire. Que les afrocentristes m'excusent si je ne parle pas de Sundiata Keïta dans l'Afrique précoloniale ou d'autres historiens sur la révolte de Spartacus ou je ne sais quoi. On va parler des révolutions les plus enseignées, les plus connues. On va commencer d'abord, on va dire, la première, la plus connue, ça serait la révolution américaine de 1776. Qui a vu le colon esclavagiste, d'ailleurs, s'émanciper, en tout cas couper avec l'Angleterre, pour créer les États-Unis d'Amérique. D'accord? Ensuite, il y a eu la Révolution française de 1789. Toutes ces révolutions se sont inspirées. La Révolution américaine s'est inspirée des idées de Hobbes, de Locke, en tout cas de Locke, en Angleterre, un écrivain anglais qui défendait la propriété privée qui est la base de l'économie de marché américaine. Aussi, la Révolution française s'est inspirée d'une idéologie, en tout cas d'un courant de pensée, qui est le courant de pensée qui est connu sous le nom de Lumière. Encore là, les afrocentristes, excusez-moi, je sais qu'il y a eu des esclavagistes là-dedans, mais ce n'est pas parce que Hitler était nazi qu'on va refuser le fait que l'eau est claire si c'est lui qui l'a dit, que l'eau est incolore si c'est lui qui l'a dit. Ça reste une réalité, une vérité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des écrivains qui défendaient l'esclavage, en tout cas dans le courant des Lumières, qu'on va refuser le fait qu'ils défendaient la liberté, l'égalité, et la tolérance. Rousseau, contrat social, Voltaire, et toute cette bande-là militait en tout cas pour une société plus libre, pour sortir de cette société hiérarchisée avec l'aristocratie, la bourgeoisie, et les tiers-états et le clergé, avec les tiers-états qui étaient exploités par l'aristocratie. Là, je résume, en quelque sorte. Donc,
il savait où, en tout cas, quelle société il voulait créer. Par la guillotine de Louis XVI, on est arrivé vers une société bourgeoise, plus marchande, d'accord, plus libre, c'est vrai, mais l'aristocratie a été remplacée par la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est tous ces marchands qui étaient dans les bourgs, qui exerçaient dans les professions libérales. Okay? C'est eux qui vont être à l'origine, après la révolution industrielle du 19e siècle, l'arrivée de la machine à vapeur, et toutes ces machines qui ont été inventées, ils vont être à l'origine du capitalisme. Donc, la nouvelle société capitaliste. Qui va voir les paysans qui étaient exploités pendant l'Ancien Régime, quitter leur village pour arriver dans les bourgs et constituer une nouvelle classe qui va voir le jour, c'est-à-dire le prolétariat, qui n'a plus rien à vendre que sa force de travail. D'accord? Et c'est en analysant ces sociétés que Karl Marx, auteur du XIXe siècle, va écrire Le Capital, l'analyse de la société capitaliste, l'économie capitaliste, et le manifeste du Parti communiste. Donc, l'idéologie marxiste va se résumer dans le fait que, pour lui, cette classe exploitée qui est le prolétariat, la nouvelle classe qui est le prolétariat, la nouvelle classe exploitée, doit s'unir pour s'approprier, s'accaparer des moyens de production par la force, s'ils le font, afin d'arriver à une société sans classe, qui serait la société communiste, qui serait organisée à travers des petites sociétés, hein, qui rappellent un peu les kibbutz israéliens, des petites communautés qui partagent tout, hein, sans propriété privée. D'accord? Donc, c'est ça l'idéologie marxiste en résumé. C'est du résumé, pour aller, parce que là, pour aller plus vite. Cette idéologie marxiste va se décliner en plusieurs idéologies. On aura le lénino-marxisme, le lénino-marxisme, d'accord, en URSS, le trotsko-marxisme en URSS, le mao-marxisme en Chine, et d'autres. Mais on va s'arrêter là parce que c'est ça qui nous intéresse pour arriver aux Comores. Ok? Alors, le lénino-marxisme, en 1917, c'est-à-dire la révolution bolchevique, en 1917, qui va voir les prolétaires prendre le pouvoir, c'est l'idée que, selon Lénine, hein, qui était à l'avant-garde de cette révolution de 1917, hein, octobre 1917, en URSS, c'est l'idée que les ouvriers, pour arriver à réaliser ce que Marx a décrit, c'est-à-dire s'approprier des moyens de production et réaliser une société communiste, doivent se baser sur un parti. C'est le parti bolchevique. Donc, Lénine va rajouter à l'idéologie marxiste l'idée du parti. Un parti structuré, d'accord, hiérarchisé, discipliné, avec même une milice armée. Donc, Lénine va rajouter à l'idéologie marxiste le rôle du parti. Les ouvriers doivent se baser sur le parti bolchevique pour réaliser la révolution. Plus tard, dans les années en 1946, en tout cas, Mao va prendre le pouvoir. Si je ne m'abuse, je ne sais pas c'est quelle année déjà, mais en tout cas, Mao va arriver au pouvoir dans les années 50. Les années 50, je ne sais plus quelle année. Dans les années 50. Mais lui, étant donné qu'il a fait l'analyse de la Chine, et il a compris que la Chine n'est pas un pays industrialisé. Donc il n'y a pas de prolétaires, d'ouvriers exploités par le capital. C'est plutôt une société paysanne, avec des paysans qui là sont exploités par
par des propriétaires fonciers. Donc, la révolution marxiste sera une révolution qui aura comme avant-garde la paysannerie qui va s'émanciper des propriétaires fonciers et aussi de certaines valeurs féodales. Et il va proclamer par la suite, en 1966, la révolution culturelle. Là, on arrive à notre sujet, en 1966. C'est l'idée que, en s'appuyant sur la jeunesse, c'est l'idée qu'il faut se débarrasser de certaines valeurs traditionnelles, même si, si on regarde bien, c'était surtout pour se débarrasser de certains cadres du parti. Donc, se débarrasser de certaines valeurs traditionnelles et aussi de certaines valeurs occidentales. D'accord? Et il va se baser sur la jeunesse qui va s'adonner à une certaine violence. D'accord? Et qui va bousculer des cadres administratifs. Hein? Et donc, c'est ça la révolution culturelle chinoise. Là, je vais rapidement, parce que pour ne pas être long. Alors, j'ai fait ce rappel-là parce que on va voir que, au début, j'ai dit que la notion de révolution culturelle a déjà eu lieu. Au Comores, dans les années 70, il y a une association qui s'appelle l'ASEC, Association des étudiants comoriens en France à l'époque, qui au départ avait comme objectif de protéger, si je comprends bien, les étudiants comoriens sans aucune influence politique, mais qui, dans les années 70, dans un contexte de guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, va finir par se politiser et prendre parti pour l'idéologie marxiste et l'Ouest. D'accord? Et l'Est, c'est-à-dire l'URSS et compagnie. Et donc, nous allons avoir la SEC qui va être politisée et qui va accoucher par la suite d'un parti politique connu qui est le Front démocratique. En résumé, ce qui animait ce parti, c'est d'abord la révolution, d'abord une révolution marxiste, donc on parlait de prolétariat, ok? Ils avaient aussi cette notion de révolution culturelle, parce qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Culture Nouvelle, qui défendait l'émancipation des femmes, le fait de dépasser certaines valeurs traditionnelles qui n'étaient pas adaptées au monde dans lequel ils vivaient, en tout cas le monde moderne. Et aussi, voilà, en tout cas, l'idée c'est ça. Une nouvelle, ça s'appelait le mouvement Culture Nouvelle. D'accord? Là où moi je trouve qu'il y avait une erreur dans leur courant de pensée, c'est qu'ils ont fait une mauvaise analyse de la société comorienne. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de prolétariat dans un milieu où il n'y avait pas d'industrie. On ne peut pas parler de bourgeoisie dans un milieu où il n'y avait pas d'industrie. Parce que si on parle de bourgeoisie, ce n'est pas une bourgeoisie marchande dans ce cas-là, parce qu'il n'y avait pas d'industrie ni de grands patrons. Ça serait plutôt une bourgeoisie bureaucratique. Et auquel cas, cette bourgeoisie bureaucratique, c'est eux. Parce que c'est eux qui sont venus étudier en France, qui sont repartis aux Comores pour intégrer la fonction publique. Donc quelque part, ils luttaient contre eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui constituaient cette bourgeoisie. Une bourgeoisie bureaucratique. Mais, je dirais plutôt que c'était, même si c'était des vrais patriotes, certains ont payé de leur vie, en tout cas ont payé, ils ont été emprisonnés, ils ont lutté sincèrement, je pense qu'ils luttaient sincèrement pour le bien de notre pays, ils ont lutté pour l'intégrité territoriale, le fait que Mayotte devait revenir. Aujourd'hui, Idriss Mohamed continue à lutter pour l'intégrité de notre pays, mais je me permets quand même de penser qu'ils étaient perdus dans cet océan d'idéologie
et que, finalement, je pense qu'ils se sont trompés dans l'analyse du pays. En tout cas, dans la situation du pays à l'époque. On ne pouvait pas parler de bourgeoisie. Celui, à mon avis, qui a fait la meilleure analyse, c'est Ali Soali. Parce que lui, il s'est inspiré. D'accord? Mais je reviens quand même sur le FD. Le FD, lui, il s'est inspiré plutôt de Lénine, c'est-à-dire le rôle du parti. Le FD, la SEC, c'était un parti qui était super organisé, que des fois, je me dis que si on pouvait être organisé comme eux, ils étaient organisés, je pense qu'on pourrait changer beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'était une inspiration plus léniniste de la part du FD et de la SEC. Alors que Ali Soali, lui, je pense qu'il s'est inspiré de Mao, en se basant, parce que je pense qu'il a mieux analysé le pays à l'époque. Il a compris qu'il n'y avait pas de bourgeoisie marchande, mais il y avait une paysannerie, d'accord? Et il s'était appuyé sur la paysannerie pour arriver à une... Il visait par exemple une autosuffisance alimentaire, avec sa réforme agraire. Il luttait pour sortir, il luttait pour sortir cette paysannerie de certaines valeurs féodales. Hein? Il voulait émanciper la femme. D'accord? Je pense que c'est plutôt lui qui a fait la meilleure analyse du pays. Il luttait contre les marabouts, le grand mariage. Hein? J'ai entendu quelques discours quand il disait cher paysan, tu as passé ton temps à cultiver, maintenant tu te laisses avoir par le fameux réalisateur de grand mariage qui vient te dire que avec toute l'économie que tu as fait là, avec tout ta labeur, il va venir te dire oui, mais tu n'as pas fait le grand mariage, tu vas prendre toutes tes économies pour lui donner parce qu'il t'a dit que tu n'as pas fait le grand mariage. Donc, je pense que c'est lui qui a le mieux fait l'analyse du pays. Il s'est inspiré de Mao. Il s'est inspiré même de Mao dans le fait de responsabiliser la jeunesse jusqu'aux exactions que la jeunesse s'est adonnée dans les villages. Des fois, en faisant marcher, je me rappelle de ma grand-mère qui disait qu'il faisait marcher des vieux, il les faisait ramper parce qu'ils avaient refusé de s'immobiliser quand il y avait l'hymne national et ce genre de choses. C'est la même chose que faisaient la jeunesse maoïste. Je me rappelle aussi d'une envie d'Ali Soali de décentraliser. Hein? Et il luttait contre cette bureaucratie centralisée à Moroni. Hein? Et je pense aussi qu'il a fait la même analyse que moi. C'est que la bourgeoisie dont parlait le FD, c'était eux. C'était une bureaucratie. La bourgeoisie, c'était une bourgeoisie bureaucratique. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que l'idée de révolution culturelle, c'est une idée qui a déjà été évoquée au pays. Et la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il lui faut encore? Eh bien la réponse pour moi, c'est oui. Parce que, quand on regarde bien, dans notre société, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est respecté? Parce qu'un individu, quand il est dans une société, a besoin d'une sorte de reconnaissance. Qu'est-ce qui fait la reconnaissance de quelqu'un dans notre société? Est-ce que c'est parce qu'il a fait de longues études? Est-ce que c'est parce qu'il a créé des entreprises? Qu'il a embauché des gens? Est-ce que c'est parce qu'il travaille dans un grand organisme international? Est-ce que c'est parce que c'est un grand chirurgien? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est respecté? Ah ben, vous avez tous compris. C'est parce qu'il a fait le grand mariage, ou il a réalisé plusieurs grands mariages dans sa famille.
Autrement dit, la réalisation d'un acte privé, hein, là on est dans la culture, hein, visiblement, parce qu'on a l'impression que notre culture se résume au grand mariage. Quand tu parles culture, c'est le grand mariage. Hein? Certains qui ne savent même pas danser les danses traditionnelles, ils ne connaissent pas leur histoire. Hein? La langue, ils ne comprennent pas, mais ils résument notre culture au grand mariage. Voilà. Donc, la reconnaissance d'un individu, ce qui va faire qu'il sera respecté dans la société, c'est le fait qu'il ait fait le grand mariage. Autrement dit, la réalisation d'un acte privé vous donne la légitimité de vouloir commander, en tout cas, de régir la société. Comme si le fait d'avoir réalisé le grand mariage vous donne des compétences. Donc, grand mariage égale compétence. Dans tout en plus. À tel point que même les intellectuels finissent par penser que pour être respectés, ils doivent réaliser le grand mariage. D'accord? Moi je pense que c'est quand même l'âge, parce qu'un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour plaire. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour rassembler les gens autour de lui. Non, c'est quelqu'un qui est là pour rassembler les gens autour d'une idée, qui prend des positions. Certains ont du mal à prendre des positions sur ce sujet-là. D'accord? Ils ne prennent pas de position. Alors que, pour moi, un intellectuel qui est différent d'un diplômé, parce qu'il ne faut pas être diplômé pour être un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend des positions dans les sujets qui ont trait à la société. Et quel sujet au Comores a trait à la société que le grand mariage? Ce sont des gens, un intellectuel, c'est quelqu'un, par sa culture, qui peut analyser un sujet et prendre position par rapport à sa sensibilité. Ce n'est pas quelqu'un de diplômé. Tu peux être diplômé diplômé d'informatique sans pour autant être un intellectuel. Comme tu peux ne pas être diplômé et être un intellectuel parce que tu es un autodidacte, tu as lu, tu as une façon de penser, tu as une façon de comparer les sujets et donner ton avis. Donc, il pense qu'il faut, à tel point que, donc le grand mariage a ce poids-là au point de pousser ces intellectuels à se dire qu'il faut le réaliser pour être attendu. D'autres vont dire, oui, il faut intégrer le système pour pouvoir la modifier, mais pour pouvoir le modifier, mais c'est pas vrai. Tu intègres le système, tu le renforces. C'est pas vrai. Donc le problème, ce n'est pas le fait de faire le grand mariage ou de faire son mariage de manière traditionnelle, parce que tous les pays ont des mariages traditionnels. C'est ce qui fait l'identité d'un peuple. Mais c'est la place politique, économique et sociale que le grand mariage a dans notre société. Parce qu'effectivement, le grand mariage a des conséquences sociales, économiques et politiques. Sociales, pourquoi? Parce qu'il entraîne un phénomène que j'appelle le villagisme. Le villagisme, parce que le villagisme, c'est quoi? C'est le prisme par lequel tout individu, peu importe l'espace, le lieu où il se trouve, raisonne. Il raisonne par rapport à son village. Autrement dit, pour se marier, c'est le village qui revient dans son cerveau. D'accord? Pour faire son choix politique, c'est le village qui vient dans son cerveau. Autrement dit, et aussi, les conséquences sociales, c'est par exemple les mariages forcés. Parce que c'est, pour faire un grand mariage, il faut quelqu'un du village. On retrouve des jeunes gens, hommes et femmes, hein, qui sont obligés d'épouser des gens qu'ils n'aiment pas, parce qu'il faut faire le grand mariage et faire plaisir aux parents.
Ça, j'appelle ça le villagisme marital. D'accord? L'endogamie villageoise. D'accord? Ensuite, il y a le villagisme politique. Je fais mes choix politiques et électoraux selon l'appartenance du candidat au village, à la région, à l'île. Autrement dit, on ne s'identifie pas d'abord en tant que Comorien, mais d'abord en tant que habitant du quartier, du village, de la région, et ensuite, pourquoi pas, de la nation. Donc, conséquences politiques. Et les conséquences économiques, parce que j'entends, les gens ils me disent « Oh, mais il y a des conséquences économiques. Hein? Il y a des dépenses, c'est vrai, mais c'est des dépenses, comment dire, c'est pas de l'investissement, c'est de la consommation immédiate, il n'y a pas d'investissement dans l'avenir. Donc, on ne crée pas d'emploi. Et quand tu vois une société qui est obnubilée par ce phénomène, quelqu'un passe son temps à réaliser le grand mariage de sa fille. Non, avant, c'est son grand mariage, celui de sa fille. Ensuite, celui de ses nièces, de son oncle, de son frère. Autrement dit, quand toute une société, en tout cas la société grande comorienne, hein, est obnubilée par ce système, il n'a pas le temps d'aller investir et de créer des emplois pour diminuer le chômage. Et on vit, moi, je prends l'exemple, je vis en France. Là où je travaille, je ne travaille pas dans la fonction publique. Je travaille dans une société privée, c'est-à-dire un individu, un citoyen français, qui a investi et qui a créé des emplois. Nous, on investit dans des grands mariages. Et ce n'est pas qu'un individu, c'est tout le monde. Alors comment voulez-vous qu'on crée un emploi? Est-ce que tout le monde va être embauché par la fonction publique? Il faut à un moment donné que les gens créent des emplois pour pouvoir embaucher et baisser le chômage. Personne ne viendra cette politique de mendicité internationale et dire « Ah, venez investir ». Oui, pourquoi pas, mais il faut aussi que nous-mêmes créions des emplois. Et quand toute une population est prise dans ce phénomène, il n'y a pas d'emploi créé. Alors, on va me dire « Oui, mais… Et puis, il y a cette place de la notabilité. Hein? Partout. On a l'impression que tout est… Ne serait-ce que quand vous allez dans une réunion. Les jeunes, c'est pas par respect parce que c'est des vieux, ils viennent et puis on leur laisse la place. Parce qu'on nous a éduqués dans l'idée qu'il faut respecter les aînés. C'est pas je me lève, je laisse un vieux s'asseoir parce que c'est le vieux. Hein? Non! On va les laisser s'asseoir, ils sont là, et les autres, hein, des diplômés, des intellectuels, c'est comme s'ils n'existaient pas. Il n'y a que les notables avec leurs djouba, ils sont assis dans tous les cercles. D'accord? C'est ça qui est choquant. Sous prétexte que tu as réalisé un acte privé, on te donne une place prépondérante dans la société. Donc la compétence est ignorée. Alors on va me dire, oui, mais sans eux, il n'y aurait pas l'électricité, les routes dans nos villages. Oui, c'est vrai. Et c'est la faute à l'État. Parce qu'effectivement, le jour où l'État va investir dans ces villes-là, ils n'auront pas décidé de la cotisation pour mettre l'électricité et les routes. Le jour où l'État va investir ces villes-là, il n'y aura plus la place des notables. Parce qu'ils vont décider sur quoi? Ils vont rester peut-être à manger les maélés, mais c'est fini. C'est la faute à l'État. Mais quand l'État, et quand ceux qui sont à l'État, à la tête de l'État, continuent à aller les vénérer, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut que l'État investisse le village, mais l'État lui-même passe son temps à caresser, dans le sens du poil, les notables. Donc effectivement, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que ces gens-là perdent l'influence qu'ils ont. D'accord? Ensuite,
on peut venir me dire que c'est quoi ton problème? Et si les gens, ils travaillent, ils font des économies, ils vont faire des grands mariages. C'est leur argent de toute façon. Oui, mais je prends l'exemple du sida. Le sida se transmet entre deux individus consentants qui, à travers un acte, se transmettent le sida, sans parler comment dire, de la contamination involontaire. Voilà. Mais parlons, je parle de deux personnes, hein, qui se rencontrent à travers un acte sexuel, qui se transmettent le sida. Donc, sous prétexte que leur corps leur appartient, l'État ne devrait pas intervenir dans une telle épidémie. Je ne dis pas que le grand mariage est une épidémie, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Non. L'État, à travers sa politique de santé publique, sauve les citoyens d'une maladie. Et aujourd'hui, les citoyens se plaignent de ne pas avoir du boulot. D'accord? Parce qu'eux, ils sont responsables de cet état-là. Donc l'État doit intervenir pour les sauver de ce problème. Autrement dit, je propose, tout le monde peut venir proposer après. Puisque, après tout, les citoyens sont attachés à ce phénomène. Eh bien, comme en Chine, limitons les mariages à un mariage par famille. La Chine, en voyant sa population exploser, a limité à un enfant par famille. Eh bien, limitons un grand mariage par famille. Ça suffit. Puisqu'ils sont attachés à ce chéo-là, hein, le Comorien, le chéo, il a besoin de dire que chez nous, on a fait le grand mariage. Mais vous allez faire un seul mariage. Ça suffit. Tout le monde va être au Bana House et tout le monde va être Bibi House. Ça suffit. Un seul mariage. Maintenant, passez à autre chose. Créez des entreprises. Faites autre chose. D'accord? Et puis, pour faire rentrer de l'argent, puisque vous avez de l'argent à gaspiller, comme ça, eh bien, on va taxer à partir d'une telle somme dépensée, on taxe 75% à partir de 10 000 euros, dépensés. 75%. Allez, investissez, créez des entreprises. Voilà. C'est des propositions que je donne. Mais effectivement, je reste persuadé qu'aujourd'hui, pour que notre pays change, nous devons faire une révolution culturelle. Une révolution des mentalités. Cette proximité villageoise qui fait que, parce que, hein, il vient de mon village, il a détourné des fonds, je ne vais pas juger comme il faut parce que... Hein, et ces notables qui vont venir après dire « Ah, c'est l'enfant du village, oubliez ça. Hein? Oubliez ça, oubliez ce détournement. Hein? Et ce villagisme qui fait qu'à bout détournement a été élu celui qui a détourné tout l'argent de la poste et télécommunication. Comment se fait-il qu'on élise un type comme ça? Et après on continue à se plaindre. Il faut vraiment un changement des mentalités. Cela passera par l'éducation. Mais là encore, il faut une volonté politique. Personne ne viendra de l'extérieur pour revoir notre éducation. Il faut une volonté politique pour changer les mentalités. Hein? Donc, effectivement, pour conclure, je pense qu'il faut une véritable révolution culturelle et des mentalités. Car sans cela, on va continuer comme ça, en s'enfonçant et en continuant à nous plaindre. C'était des propositions que j'ai faites, une ébauche d'analyse que chacun est invité à faire. Et je vous remercie et bonne soirée.